Deux enfants espagnols exilés dans les ruines d'un rêve aristocratique. Fuyant l'opprobre familial comme on fuit la peste. Pour atterrir dans un 2 pièces étouffant de Courbevoie. Où les murs suintent l'humidité ouvrière. Où les cris d'une mère au tempérament de Bresse percent la nuit comme des coups de tonnerre. Autrefois dame de la haute société galicienne. Aujourd'hui réduite à hurler dans les épiceries pour obtenir du crédit sur un pain rassis. À taper du pied avec une fureur théâtrale qui fait trembler les étals comme un séisme. À poursuivre les commerçants dans la rue en agitant son sac comme une arme de vengeance divine. Et à laisser son fils cadet, un gamin timide aux yeux vifs et au crâne déjà dégarni. Rouge de honte au milieu des passants qui rient ou détournent le regard. Un enfant qui, pour désamorcer l'humiliation quotidienne, apprend à transformer la misère en grimace infernale. Les cris maternels en mimiques exagérées qui arrachent des rires nerveux. Et la pauvreté en sketchs improvisés qui font pouffer les voisins. Plantant ainsi les graines d'un génie comique qui explosera un jour sur les écrans géants de la France entière. Comme une bombe à retardement prête à faire trembler les salles obscures. Et ce même gamin, devenu l'icône nationale aux 1000 grimaces à la minute, achètera un château entouré de roses pour y cultiver son jardin secret. Fuira les mondanités comme la peste. Subira 2 crises cardiaques qui le forceront à ralentir un rythme infernal. Et s'éteindra à 68 ans dans la quiétude de son domaine. Laissant derrière lui un deuil national. Où des millions de Français, des enfants aux grands-parents, pleurent devant les rediffusions de Le Gendarme de Saint-Tropez ou les aventures de Rabbi Jacob. Comme si un membre de la famille venait de disparaître. Comme si la France elle-même avait perdu une partie de son âme. Ce soir, sur Mémoire des célébrités, nous plongeons au cœur de la vie tragique, explosive et profondément humaine de Louis de Funès. Cet homme qui a fait hurler de rire des générations entières. Avec son énergie volcanique. Son visage expressif capable de passer de la tendresse à la fureur en une fraction de seconde. Et son sens du timing comique aussi précis qu'une horloge suisse. Mais qui, dans l'ombre des projecteurs, luttait contre une enfance marquée par l'abandon paternel. La misère financière. La menace constante de la tuberculose familiale. Une timidité maladive qui le faisait rougir en public. Et une santé fragile qui finira par le rattraper comme un gendarme obstiné poursuivant un contrevenant. Un génie né de la douleur. Forgé dans les caves enfumées de Pigalle. Couronné sur les plateaux de Saint-Tropez. Et terrassé dans la douceur de son jardin de roses. Une vie où le rire était à la fois une arme, un bouclier et, finalement, une prière. Et si le rire était sa revanche? Et si chaque grimace était un cri de victoire sur la misère? Préparez-vous. Car derrière le masque du comique le plus explosif de France, se cache une histoire qui va vous briser le cœur. Et vous faire rire aux éclats. Imaginez l'année 1914 s'ouvrant dans la banlieue industrielle de Courbevoie. Dans les Hauts-de-Seine. Où les cheminées d'usines crachent leur fumée noire sur des rues pavées encore marquées par les sabots des chevaux. Où l'odeur de charbon et de sueur imprègne l'air comme une malédiction. Et où, le 31 juillet, un bébé aux yeux déjà trop vifs pour son âge et au crâne prématurément dégarni, pousse son premier cri dans une famille d'immigrés espagnols. Qui ont tout sacrifié pour un amour interdit. Louis-Germain David de Funès de Galarza. Fils de Carlos Luis de Funès de Galarza. Un noble sévillan aux ascendances basques liées au comte de Galarza. Ancien avocat brillant qui rêvait de conquêtes juridiques dans les salons madrilènes. Et de Léonore Soto Reguera. Fille d'une famille aisée de Galice. Dont le tempérament de feu et la langue bien pendue faisaient trembler les domestiques. Les parents, mariés en 1904 à Paris contre l'avis catégorique de leurs 2 clans aristocratiques. Qui voyaient d'un mauvais œil cette union entre un Sévillan et une Galicienne. On fuit l'Espagne avec pour seul bagage leur fierté, leur diplôme et l'illusion d'une nouvelle vie en France. Mais la réalité les rattrape vite. Carlos, incapable de faire reconnaître son titre d'avocat, se reconvertit en tailleur de diamants dans une petite boutique parisienne. Où il passe ses journées à polir des pierres précieuses pour des clients qu'il méprise en silence.
Tandis que Léonore, habituée aux domestiques et aux réceptions, se retrouve à gérer un budget qui fond comme neige au soleil. Les premières années sont précaires mais supportables. Jusqu'à ce que Carlos, rongé par l'échec et la nostalgie d'un statut perdu, entreprenne une série de tentatives extravagantes pour rebâtir sa fortune. Investissement hasardeux dans des mines sud-américaines. Spéculation sur des cargaisons de café. Paris sur des courses de taureaux. Qui vide les caisses familiales et plonge le foyer dans une ruine financière irrémédiable. Et puis, le coup de théâtre. En 1920, acculé par les dettes et la honte, Carlos orchestre une mise en scène macabre qui glace le sang. Il laisse ses chaussures bien cirées, son chapeau melon et un mot d'adieu larmoyant près d'un canal parisien, faisant croire à un suicide par noyade. Les journaux titrent « Un tailleur de diamants se jette à l'eau ». Léonore pleure, les enfants pleurent. Mais en réalité, Carlos s'enfuit au Venezuela avec les derniers billets de la famille, convaincu qu'il reviendra riche. Mais là-bas, au lieu de l'or promis, il contracte la tuberculose dans les mines humides et meurt seul, à des milliers de kilomètres, sans jamais revoir sa femme ni ses enfants. Un abandon qui marquera Louis à vie, comme une cicatrice invisible. Léonore, désormais veuve de fait, se retrouve seule avec 3 enfants dont Louis, âgé de 6 ans. Dans un 2 pièces modeste d'un quartier populaire de Courbevoie. Sans aide sociale, sans famille, sans ressources. Léonore, qui n'a jamais travaillé de sa vie, se bat avec une détermination farouche pour nourrir sa progéniture. Elle se rend dans les magasins locaux, hurle sur les commerçants pour obtenir du crédit sur 1 kilo de pommes de terre ou une miche de pain. Tape du pied avec une théâtralité digne d'une tragédienne grecque. Poursuit les épiciers dans la rue en agitant son sac à main comme une massue. Et transforme chaque course en scène de théâtre public, qui fait rire les uns et rougir les autres. Le jeune Louis, témoin de ces éclats, vit dans une honte permanente. Il baisse les yeux, se cache derrière les étals, et sent le regard moqueur des voisins peser sur lui comme une enclume. Georges Lautner, qui grandit dans le même quartier, et deviendra plus tard l'un de ses réalisateurs fétiches, se souviendra toute sa vie de ces scènes. Léonore criait, tapait du pied, poursuivait les gens dans une rage. Et Louis, rouge comme une tomate, essayait de disparaître. Le comédien de Funès, c'est sa mère. Tout y est, la colère, les gestes, la voix qui monte dans les aigus. Mais attendez. De cette humiliation quotidienne naît un mécanisme de survie aussi puissant qu'inattendu. Louis découvre qu'en imitant les crises de sa mère, en exagérant ses gestes, en caricaturant ses hurlements, en transformant sa fureur en sketch, il peut faire rire les autres. Et, par là même, désamorcer la honte. À l'école primaire, il mime les professeurs pour amuser ses camarades. À la maison, il reproduit les scènes de marché pour faire sourire ses frères. Dans la cour, il invente des grimaces qui transforment les larmes en éclats de rire. Son biographe Bertrand Dical notera plus tard. Au lieu de céder au désespoir, Louis a canalisé son inconfort dans l'humour. Il a appris que le rire était une arme plus puissante que les cris. Pourtant, à l'école, rien ne va. Inscrit au prestigieux lycée Condorcet à Paris grâce à une bourse, il se révèle un élève médiocre, distrait, indiscipliné. Il préfère dessiner des caricatures dans les marges de ses cahiers, ou imiter les professeurs devant la classe plutôt que d'apprendre ses leçons. Étiqueté comme « cancre », il est renvoyé à plusieurs reprises, et finit par abandonner à 16 ans. Sans diplôme, sans projet, sans avenir apparent. Sa mère, désespérée, le pousse vers la musique. Il a une oreille absolue et une passion pour le jazz naissant. À 17 ans, il devient pianiste de bar dans les clubs enfumés de Pigalle. Ces caves où les accords de swing se mêlent à la fumée de cigarettes et au rire des noctambules. Surnommé « Fufu » par ses amis. Il parle couramment français, espagnol et anglais.
joue du boogie-woogie avec une énergie contagieuse. Et commence à expérimenter la comédie physique. Il fait des grimaces en jouant, mime les clients ivres. Transforme chaque morceau en petit spectacle. Son premier public? Quelques serveurs amusés et des clients occasionnels. Qui lui glisse un pourboire pour une blague bien placée. Il vit de petits boulots. Vitrier le matin, cireur de chaussures l'après-midi, gratteur de parquet la nuit. Et dort parfois sur un banc public quand les loyers s'accumulent. En 1936, à 22 ans, il épouse Germaine Louise Élodie Carroyer. Une jeune femme rencontrée dans un bal musette. Né Daniel en 1937. Mais le mariage, déjà fragile, explose en 1939 sous le poids des disputes et de la misère. Le divorce est prononcé en 1942. Louis, rongé par la culpabilité, disparaît presque complètement de la vie de son fils aîné. Daniel grandira sans lui. Apprendra sa mort à la radio en 1983. Et confiera plus tard dans un livre. Il venait me voir en secret, jouer du piano pour moi, m'apprenait le jazz. Mais il n'a jamais été un père. Il ne m'a rien laissé. Ce n'était pas grave, j'ai réussi sans lui. Et puis, la guerre. En 1939, Louis est mobilisé. Mais son 1,64 m, son 54 kg, et la tuberculose familiale le déclarent inapte au combat. Il divertit les soldats en imitant Maurice Chevalier. Son frère Charles meurt au front en 1940. Louis devient tuteur de son neveu orphelin. Mais n'a pas un sou pour l'élever. En 1942, à 28 ans, Louis décide de poursuivre son rêve d'acteur. Il s'inscrit au cours Simon, la prestigieuse école de théâtre parisienne. Sa petite taille, son crâne chauve, son visage ingrat font rire les professeurs. On lui prédit un avenir de second rôle comique, au mieux. Mais son timing impeccable, sa comédie physique héritée de sa mère. Et son énergie débordante impressionne. Il y rencontre Daniel Gélin, futur acteur star, qui deviendra son mentor. Pendant l'occupation, il échappe au sto grâce à un concierge malin. Il joue du piano la nuit, donne des leçons de jazz le jour. Survit dans un Paris sous tension. Où les sirènes hurlent et les tickets de rationnement dictent la vie quotidienne. En 1943, il épouse Jeanne-Augustine Barthélemy, secrétaire au conservatoire de jazz. Une femme calme, intelligente. Qui deviendra sa boussole, son agent, sa négociatrice. Naîtront Patrick, 1944, et Olivier, 1949. Jeanne gère tout, contrat, cachet, choix de film. Elle joue même sa femme dans Nous irons à Deauville, 1962. Patrick et Olivier grandiront avec un père autoritaire mais présent. Agaçant, impliqué dans tout. Il corrige leurs devoirs, les emmène au cinéma. Les fait tourner dans ses films. Mais il a une liaison secrète de 13 ans avec Macha Béranger. Qu'il cache à Jeanne jusqu'à la fin. Les années 1950, 200 films, souvent non crédités. Il joue chez Sacha Guitry, fait les branquignoles. Court d'un théâtre à l'autre, dort 3 heures par nuit. En 1956, Jambier dans la traversée de Paris a son premier éclat. En 1957, Comme un cheveu sur la soupe au prix du rire. En 1959, Oscar au théâtre Triomphe. Les années 1960 à 70, l'apothéose. Le gendarme, 1964, Fantomas, 1964, Le Cornio, 1965. La Grande Vadrouille, 1966 et 17 millions d'entrées. La Folie des Grandeurs, 1971, Rabbi Jacob, 1973 à César. Il achète le château de Clermont en 1967. Cultive des centaines de roses, fuit les mondanités. En privé, timide, économe, colérique. Méprise Montand, admire De Gaulle. Mais la santé? 1973, s'effondre sur scène. Mars 1975, première crise cardiaque. 9 jours plus tard, seconde,
Hémorragique. Les médecins, arrêtez tout. Il accepte, je tourne la page. Revient en 1976 avec l'aile ou la cuisse ce médecin sur le plateau. 1980, César d'honneur. 1982, le gendarme et les gendarmettes épuisés. 27 janvier 1983. Au château de Clermont. Il se couche épuisé. Crise cardiaque massive. À 20h30, à Nantes. Il meurt à 68 ans. Deuil national. 3000 personnes au cellier. Giscard, Lagne, Galabru en larmes. Inhumé face à ses roses. De la misère à la gloire. Louis de Funès a transformé la douleur en rire. La honte en génie. La maladie en résilience. Il n'était pas drôle dans la vie. Mais il a fait rire la France comme personne. Like si Cruchot vous manque. Partage avec celui qui danse encore le rabbi. Abonne-toi plus cloche. C'est mémoire des célébrités. Le rire s'éteint. La légende brûle toujours.